À la une ce matin, un premier pas en Allemagne vers la semaine de 28 heures. Accord signé dans la nuit pour les 4 millions de salariés de la métallurgie qui auront le droit d'opter pour un temps partiel mais sans compensation de salaire. Un événement et un signal dans la première économie européenne. Hélène Kohl en ligne de Berlin dans un instant. À la bourse, la débâcle continue. Wall Street décroche de plus de 4%, même chute à Tokyo ce matin. Emmanuel Macron en Corse. Jean-Pierre Chevènement à ses côtés ce matin pour l'hommage au préfet assassiné Claude Érignac. Le chef de l'État rencontre les dirigeants nationalistes ce soir. Le froid, le grand froid avec neige et verglas sur près de la moitié du pays, 35 départements en vigilance orange. Dans ce journal, 14 ans et 5 mois, c'est l'âge moyen de la première visite sur un site pornographique. Les ados et le porno, ce sera l'enquête du 8h avec Virginie Salmen. Le nouveau défi d'Elon Musk, sa fusée présentée comme la plus puissante du monde, doit décoller ce soir de Cap Canaveral. Pour Musk, c'est la fusée qui va nous ramener sur la Lune ou nous emmener sur Mars. Et puis il y aura du cinéma, un troisième OSS 117, Jean Dujardin l'a confirmé. 8h15, le PS peut-il disparaître ou renaître ? Invité, celui qui passe pour être le favori pour diriger le Parti Socialiste à l'avenir, Olivier Faure sera donc notre invité à 8h15. La flexibilité, est-ce que ça peut aussi marcher pour les salariés ? Pourraient-ils eux-mêmes choisir de diminuer leur temps de travail pour mieux s'occuper de leurs enfants ou simplement pour profiter de la vie ? Question ouverte par l'accord conclu dans la nuit dans la métallurgie allemande. Après plusieurs jours de grève, le syndicat IG Metall avait pesé de tout son poids pour aller vers les 28 heures choisies. Hélène Kohl, vous êtes à Berlin pour Europe 1. Le compromis trouvé donne en partie satisfaction au syndicat. Oui, il a décroché en tout cas sa revendication la plus symbolique, cette possibilité de donner aux salariés qui le souhaitent de réduire pendant 2 ans leur temps de travail, et cela sans aucune justification à fournir, mais tous ceux qui se libéreront du temps pour s'occuper de leur famille. Les entreprises vont même pour cela jusqu'à offrir 8 jours de vacances supplémentaires. C'est pour eux vraiment que l'accord a été pensé, parce qu'en Allemagne, 1,5 million de familles s'occupent à plein temps d'un parent âgé déjà. Et donc le patronat de la métallurgie l'a bien compris, le secteur est déjà en sous-effectif, pas question de voir la masse salariale qualifiée lui filer entre les doigts. Avec cet accord, on espère aussi évidemment être plus attractif pour les jeunes, pour les femmes qui veulent avoir une carrière et des enfants en même temps. Alors parallèlement, le syndicat a négocié pour ces 4 millions de métallos une augmentation des salaires, un peu moins haute que prévu, mais associée à des primes annuelles assez grasses. Et de facto, on peut dire qu'en fait, ces 28 heures sont en partie compensées. L'accord satisfait aussi les patrons, oui, car ce système de modulation du temps de travail ouvre aussi place à la flexibilité vers le haut, une possibilité de proposer les 40 heures pour ceux qui souhaitent travailler plus. Et ça permettra de répondre au carnet de commandes archi plein de l'industrie allemande, qui actuellement ne tourne pas à plein régime. Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. L'Allemagne désormais proche d'un accord sur un nouveau gouvernement. Les tractations reprennent aujourd'hui entre conservateurs et sociodémocrates, mais un compromis aurait déjà été trouvé sur la stratégie européenne et un budget d'investissement de la zone euro, proposition d'Emmanuel Macron. Martin Schulz, le président du SPD, a même affirmé que ce serait la fin de la rigueur budgétaire en Europe. Cela reste à confirmer. À l'étranger encore, en Syrie, Bachar continue le massacre. 22 civils tués dans des raids du régime hier, dont 7 enfants, des armes chimiques à nouveau utilisées par le régime de Damas ces dernières semaines, malgré les démentis de Moscou. C'était l'une des fiertés de Donald Trump, rabâchée à longueur de discours, la très bonne santé des places financières américaines. Les bourses ont explosé record après record. Elles ont gagné plus de 8 000 milliards de dollars en si peu de temps. Ça, c'était la semaine dernière devant le Congrès américain, mais c'est fini. La panique continue à Wall Street après les 666 points perdus vendredi. Chiffre diabolique, je ne pense pas que ce soit une coïncidence, avait tweeté malicieusement le romancier Stephen King. Le Dow Jones a cédé hier près de 1200 points, 4,6%. Et la correction touche toutes les places mondiales, moins 1,5% hier à Paris, moins 4,7% ce matin à Tokyo. Europe 1, il est 8h04. Une balle dans la nuque, à bout portant, et 2 balles dans la tête pour achever le haut fonctionnaire alors qu'il est à terre. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, le lâche assassinat d'un préfet de la République pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce matin à 10h30, sur le lieu même de la mort de Claude Érignac, rue Colonna d'Ornano à Ajaccio, Emmanuel Macron lui rendra hommage en inaugurant une place Claude Érignac et à ses côtés, un invité surprise, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur de l'époque, mais aussi bête noire des nationalistes. C'est lui, Chevènement, qui avait fait en partie capoter les accords Matignon négociés
dossier sous Jospin, le passé sanglant et l'avenir politique de l'île. Là, ce sera pour ce soir, 19h. Emmanuel Macron a rendez-vous avec les deux têtes exécutives de l'île, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, à Ajaccio. Frédéric Michel. Un rendez-vous qui, pour une question de drapeau, de symbole, a failli tout simplement être annulé. Finalement, le drapeau tricolore a bien été placé au centre, sur le fronton de l'Assemblée unique de Corse. Ce n'était pas le cas avant. Et le chef de l'État ira rencontrer à 19h les deux hommes forts de l'île. Samedi, ils ont fait monter la pression en mobilisant leurs troupes. Ils appellent surtout le chef de l'État à saisir une chance historique, le président de l'exécutif corse, Gilles Simeoni. Emmanuel Macron n'a pas parlé. Nous attendons tous qu'il parle. À la fois pour dire que ce qui nous avait été indiqué lors de nos précédents entretiens n'est pas suffisant. Nous ne demandons pas la satisfaction de toutes nos revendications. Nous savons bien qu'il faudra trouver des points d'équilibre. Mais ce que j'espère, c'est véritablement la volonté de construire en donnant également des signes. Dans la matinée, le président de la République sera déjà aux côtés de Gilles Simeoni pour l'hommage au préfet Erignac. Par respect pour la famille, l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni ne s'y rendra pas. Le chef de l'État rencontrera également le maire républicain d'Ajaccio, mais a annulé une visite à Bonifacio, la ville du représentant corse de la République en marche, peut être puni d'avoir voté vendredi aux côtés des nationalistes une résolution sur l'avenir de l'île. À Ajaccio, Frédéric Michel pour Europe 1. La mort du gendarme grièvement blessé dimanche après avoir été percuté par un jeune motard de 15 ans au sud de Bordeaux. Ce père de famille de 46 ans, adjudant de la brigade de Belin-Bélier, a succombé à ses blessures. La France a froid, 35 départements vigilance orange pour neige et verglas. Ça couvre une large moitié nord. En tout, 22 départements, dont ceux de région parisienne, ont activé leur plan grand froid pour l'hébergement des sans-abri. Mais combien, malgré cela, ont passé la nuit dehors? Voici Jamel. Il est SDF depuis 1 an et demi après avoir perdu son travail. Et Caroline Philippe l'a rencontré dans le quartier des Halles à Paris. Il faut se réchauffer le plus possible, mais se mettre dans des endroits où il y a plus de chaleur, c'est très dur. Je marche énormément et il n'y a que cette solution, c'est bien se couvrir aussi. J'ai un gilet en plus, j'ai un pull en plus, j'ai même un survêtement sous le pantalon. J'ai même double chaussette, c'est pour vous dire. Ça devient dur le soir. Des fois, il y a des squats. Des fois, même on allume un feu. Même si c'est interdit, mais on va s'adapter. Pour se réchauffer, on n'a pas le choix. Et est-ce que vous allez appeler le 115 ? Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que c'est toujours pareil, le 115. Faut attendre. Il n'y a pas de place. Il y a des places pour les autres, mais jamais pour nous. J'ai déjà essayé. Il faut appeler 100 000 fois avant qu'ils vous répondent. Et encore, il faut avoir de la chance. Témoignage recueilli par Caroline Philippe. Et puis à l'heure de se rendre au travail, certains découvrent le givre sur la voiture. C'est le cas d'Ali dans le Val d'Oise en train de racler son pare-brise. Je termine là, je remonte, je prépare le petit déjeuner pour les enfants et ensuite école, puis boulot. Un peu d'appréhension parce que je ne travaille pas très loin, mais en revanche, il y a un embouteillage juste à la sortie de Louvre. Et vous, la conduite sur la neige ? Pas très habitué, mais bon, je suis prudent par nature et là, je vais faire davantage. Témoignage recueilli à l'instant par Pierre Herbulot. Moins de promotions dans les grandes surfaces. Est-ce que ça veut dire que les Français vont payer plus cher? C'est ce qu'affirme l'UFC Que Choisir. D'après l'association de consommateurs, la future loi sur l'alimentation devrait coûter 5 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. Mais Daniel Fortin, c'est un chiffre qui vous paraît contestable. Oui, l'UFC a calculé que l'encadrement très strict des promotions dans les magasins prévu par cette nouvelle loi aurait un impact sur les prix qui repartirait donc à la hausse entre 0,7 et 2% selon les produits alimentaires. Soit ce chiffre de 5 milliards ou encore 177 euros de surcoût par ménage. Le problème est que ce raisonnement suppose que les distributeurs ne trouveront pas le moyen de contourner ce nouveau texte. Or, c'est bien ce qu'ils vont faire. Mais ça veut dire qu'ils continueront à casser les prix malgré l'interdiction? Oui, mais ils le feront ailleurs parce que les promotions habituelles seront donc limitées. Pour continuer à attirer leurs clients dans leurs magasins, ils vont pratiquer ce que l'on appelle les prix bas tous les jours. C'est-à-dire qu'ils vont choisir des produits dits psychologiques, ceux que les consommateurs ont l'habitude d'acheter, pour lesquels ils ont des repères, et ils vont imposer aux grandes marques comme Nestlé ou Coca-Cola de baisser leurs prix toute l'année. Carrefour a par exemple déjà annoncé des réductions annuelles de 15% sur certaines références, et ce mouvement va continuer pour le plus grand profit des consommateurs. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe 1, il est 8h09. C'est la journée pour un Internet sans crainte, initiative de la Commission européenne pour promouvoir un usage plus sûr du web pour les enfants. Les parents pourtant ont largement de quoi s'alarmer sur la diffusion des images les plus crues auprès des plus jeunes, les ados et le porno. C'est l'enquête du 8h.
Bonjour Virginie Salmen. Bonjour à tous. D'abord, quel est l'âge moyen de la première visite sur un site pornographique ? C'est précisément 14 ans et 5 mois selon l'Institut IFOP. C'est 3 mois plus jeune que lors de la précédente étude en 2013. Les filles sont plus nombreuses à regarder ces films qu'auparavant, même si ça reste une pratique très majoritairement masculine. Alors les ados visionnent quasiment exclusivement sur des sites gratuits en accès libre comme YouPorn, Pornhub ou Xhamster, peut-être le dernier en date. Mais ce qui préoccupe le plus les associations de protection de l'enfance, ce sont les très jeunes enfants qui tombent sur des images porno par hasard, soit par une fenêtre publicitaire qui s'ouvre sur un ordinateur, un ami qui impose ces images. C'est ce qui s'est passé pour Camille et Victor. Ils ont 13 ans aujourd'hui. Il y avait un ami, il m'a invité chez lui quand j'avais 6 ans et il était sur une page pornographique. C'était son frère qui lui avait montré. C'était une image d'un homme et une femme? Non, c'était 2 femmes. Et lui, il était à fond dessus, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un souvenir encore de ce que tu as vu quand tu avais 6 ans? Ouais, je me souviens de l'image. Ça, je m'en souviendrai, je pense, longtemps. C'était perturbant, en fait. Pour moi, c'est des images qui resteront tout le temps et j'aimerais bien les enlever parce que c'est très gênant. Alors, une ex-actrice de Film X a voulu alerter les parents il y a quelques jours sur l'exposition massive à la pornographie, Virginie. Oui, elle s'appelle Nikita Bellucci et vous allez l'entendre, elle reçoit des messages à caractère sexuel très cru de tout jeunes garçons. Elle-même, produit de l'industrie pornographique, s'inquiète. Quand on m'écrit sur Internet, il y a des gamins de 10 ans qui connaissent toutes les pratiques extrêmes du porno, quoi. Mais c'est pas normal. Toute la journée, ils veulent que je leur envoie des photos de moi, toute nue. Combien de fois j'ai pu faire des captures d'écran, des messages d'ados que je pouvais recevoir, à rechercher leur nom et envoyer les captures aux parents, quoi. Et il n'y a jamais de réponse, il n'y a rien. Est-ce qu'on mesure les conséquences sur la sexualité des enfants et des ados ? Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Une recrudescence des épilations intégrales ou semi-intégrales chez les ados filles, des pratiques directement puisées dans le porno. Pour les enfants plus jeunes, les réactions sont très diverses. Il ne serait pas sérieux de faire des généralités. Juste un conseil des psys que j'ai interrogés. Si ça arrive à votre fille ou à votre fils, l'essentiel, c'est de lui expliquer que c'est un film, que ce n'est pas la réalité, que certains adultes regardent ça. En revanche, pas la peine de courir avec votre enfant chez un psy. Faire raconter ces images, ça pourrait déclencher le traumatisme, disent-ils. Un bon décryptage suffit. Enquête de 8h signée Virginie Salmen, merci. Aucun rapport avec ce qui précède et pourtant certains verront forcément un symbole très évocateur dans cette énorme fusée à grosse tête ronde. D'ailleurs, son promoteur parle de la fusée la plus puissante du monde. Elle doit décoller ce soir de Cap Canaveral en Floride, Xavier Yvon. Si tout se passe comme dans le clip de présentation, la Falcon Heavy décollera avec une poussée équivalente à 18 Boeing 747. Cette méga fusée doit être la première étape vers une vie sur Mars, comme le chante David Bowie dans la vidéo de SpaceX. C'est en tout cas l'espoir de son patron, le milliardaire visionnaire Elon Musk, qui veut commencer à coloniser la planète rouge d'ici 4 ans. Aujourd'hui, il va d'abord tenter d'envoyer très loin dans l'espace une autre de ses créations, une voiture électrique Tesla qu'il a placée à bord de la capsule, avec au volant un mannequin habillé en cosmonaute. Ce coupé sport de couleur rouge devrait donc flotter dans l'espace pour des milliards d'années, selon Elon Musk. Mais le plus important, ce sont les 3 étages de la fusée. Ils doivent se séparer et redescendre sur Terre pour être réutilisés lors d'un prochain lancement. C'est le principe de base de SpaceX, ça permet de réduire considérablement les coûts. Ce lancement, s'il réussit, donnerait un avantage à Elon Musk dans la nouvelle course aux étoiles. Parmi ses concurrents, il y a la NASA et son projet de navette spatiale, mais aussi l'homme le plus riche de la planète, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, qui lui aussi est en train de construire sa propre fusée martienne. New York, Xavier Yvon, Europe 1. Enfin, il y aura bien un Aude SS-117 numéro 3. Oui, c'est le producteur Eric Altmaier qui nous l'annonce ce matin sur Europe 1. Oui, c'est plus qu'un projet, c'est une envie. Jean Dujardin, il a très envie de le faire, et nous aussi, on est très décidés à y aller. Ton retour, on a une idée de l'histoire, pas encore? Ah oui, on a tout, on a pas mal d'éléments quand même. Je peux rien vous dire, ce serait très décevant vis-à-vis des fans. Il y en a certains qui l'attendent depuis longtemps, donc on sait que l'enjeu est très haut, la barre est très haute. On est très nourri de tout ça, mais on peut pas divulguer trop tôt des éléments. Michel Hazanavicius sera à la réalisation? Je l'espère, je le souhaite, il faut lui demander. Vous espérez une sortie? Oui, on a une idée, un objectif qui est de 2019, premier trimestre 2019. Voilà, Eric Altmaier, le producteur au micro Europe 1 de Mathieu Charrier pour un OSS 117 numéro 3.